8 mars 2026, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 41e édition de la Journée internationale de défense des droits de la femme. Le thème retenu cette année est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Ce thème interpelle sur la nécessité de garantir une justice équitable et l'application concrète des droits pour toutes les femmes et les filles. L'accès à la justice et aux droits est un défi majeur pour les femmes dans de nombreux pays, notamment au Cameroun. Malgré les progrès réalisés, les femmes continuent de faire face à des obstacles importants pour faire valoir leurs droits et obtenir justice. Dans ce contexte, il est important de réfléchir sur des actions concrètes que les femmes et les organisations de femmes peuvent mener pour promouvoir leurs droits et obtenir justice. Entre copines ce soir, on en parle. Bonsoir à tous, bienvenue. Les femmes face à leurs droits et à la justice, place aux actions, c'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous avons invité deux jeunes dames. Elles étaient supposées être 3, mais 2 ont bien voulu répondre à l'appel. Elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles sont des jeunes femmes politiques. Alors, de gauche à droite, j'ai mademoiselle Eva Ndongo. Eva Ndongo. Vous êtes une demoiselle ou bien une dame? Une demoiselle. Vous êtes une dame d'abord. Une dame d'abord. Bonsoir Eva. Bonsoir. Eva Ndongo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Et vous, j'espère? Oui, je vais bien, merci beaucoup. On ne me demande pas souvent comment je vais, merci beaucoup. Alors, vous êtes une femme politique. Comment vous atterrissez en politique? Comment vous faites pour décider de vous engager en politique? Disons qu'il y a ce désir de changer les choses, de faire bouger les choses, surtout avec l'aspect féminin. Donc, il y a d'abord cet amour-là, du patriotisme aussi. Est-ce qu'un des parents est politique? Est-ce qu'on parle politique à la maison ou bien c'est une carrière personnelle que vous voulez embrasser? C'est une carrière personnelle que je veux embrasser. À côté, vous êtes entrepreneur, vous entreprenez dans quoi? Dans les bijoux. Je fais dans la vente des bijoux. Okay. Donc, le nettoyage, la conception et tout. Tout ce qui concerne les bijoux. Vous fabriquez ou bien vous achetez pour revendre? J'achète pour revendre, mais aussi, comme on est au Cameroun, il faut bien développer les compétences africaines et surtout camerounais. Donc, oui. Je me forme aussi dans la conception des bijoux. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors, à ma droite, j'ai Aurélie Laure et Yono. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir, Hermine. Comment ça va? Je vais bien, et toi-même? Merci beaucoup, ça va bien. Bonne fête. J'ai oublié de le dire à Eva. Bonne fête. Bonne fête, Hermine. Bonne fête, Eva. Merci. Alors, vous êtes entrepreneur aussi? Oui, également. Dans quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, je suis la promotrice de Easy Cook, une entreprise qui fait dans la livraison de vivres à domicile. Ok. C'est un service premium qui fait en sorte que le marché est fait à votre place, apprêté à votre place et livré à domicile. C'est vous la promotrice? Oui, je connais ça. Je connais. Je n'ai jamais commandé, mais je connais ça. Oh, comment ça fait notre petit chemin quand même? Ça fait 1 an et demi qu'on se bat. Oui. Avec tout ce qu'il y a à vivre, tout ce qu'on vit au Cameroun malgré tout. Enfin, on commence à souffrir notre. Mais est-ce que ça promet? Est-ce que les gens y adhèrent? Petit à petit, je dirais que le concept est un peu nouveau au Cameroun. Très peu de gens, facilement, on va vous dire que voilà, j'ai une femme de ménage et tout. Pourtant, c'est un concept très intéressant dans la mesure où la personne qui passe la commande a le plein pouvoir sur exactement ce qu'il commande. C'est-à-dire qu'en sortant du bureau, du travail, de l'école, tu sais exactement que j'ai commandé telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je vais cuisiner ça, ça, ça. C'est déjà prêt. Il n'y a plus le problème de qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir. Entre copines et entre femmes, on sait que c'est souvent très compliqué. Après une journée de travail, une journée avec les enfants et tout, rentrer et se dire que il faut encore que je cuisine, il faut que je réfléchisse sur ce que je vais cuisiner. C'est un problème que Easy Cook résout facilement. Le gain de temps et la facilitation de la vie au quotidien. Très bien. Alors, vous êtes aussi communicante pour le MP3 avec votre président Hiram Samuel Eoudi. Comment vous atterrissez en politique, vous? C'est un mélange entre l'appel du cœur, plutôt, correction, l'appel patriotique. Je préfère dire l'appel patriotique parce que je vais dire que ça pourrait être mal entendu, oui. C'est l'appel patriotique et aussi, je dirais que j'ai grandi dans une
maison ou dans une famille où on aime bien débattre chez nous. Et les débats étaient beaucoup plus axés sur la politique, tout ce qui se passe au quotidien. Et petite anecdote, je me souviens que lorsque les exactions ont commencé dans le nord-est et le sud-ouest, j'avais eu la maladresse de dire, de répéter ce que j'avais entendu dans les couloirs, genre en disant que franchement, est-ce que les gens là, est-ce qu'ils ne nous dérangent même pas par hasard? Ma punition a été que pendant 3 mois, j'ai été envoyée à la radio pour connaître, avoir les sources claires de des informations que je divulgue. Donc pendant 3 mois, j'ai été dans un média où j'ai appris à collecter les informations, vérifier les informations, c'était ça ma punition. Donc chez nous, c'est un peu monnaie courante de parler de politique. Donc l'appel a été assez évident lorsque j'ai trouvé la vraie voie. Et oui, je tiens à insister lorsque j'ai trouvé la vraie voie parce que on est nombreux chez nous qui sommes dans le domaine, mais je ne crois pas qu'ils aient trouvé la voie. Hiram a bien fait de vous choisir, hein, parce que il a bien fait de choisir. Hein, je dirais plutôt que c'est moi qui l'ai choisi. Ah, en tout cas, vous avez bien fait de vous choisir alors. Merci, merci d'être là. Alors, mesdames, on va commencer par un sujet quand même qui fait débat toutes les années. Sur le port ou non du pain du 8 mars. Moi, je l'aborde parce que je pense que je dois le faire. Alors, Eva, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il faut aborder ou pas le pain du 8 mars? De mon point de vue, honnêtement, je vais vous choquer parce que moi, je ne suis pas pour ce port. Parce que quand on regarde les tendances sur le marché, quand on constate le prix du pain du 8 mars, vous croyez réellement est-ce que toutes les femmes camerounaises ont cette capacité de se l'offrir? En toute honnêteté. Pour vous, c'est une question de prix? Pour moi, c'est une question de prix. Pour moi, c'est une question plus marchandable. C'est une façon de se faire des sous, de l'argent. Mais à quel prix, honnêtement? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter. Donc, moi, c'est un peu exagéré. Je ne suis pas pour. Très bien. Aurélie, au-delà du prix. Au-delà du prix, allons un peu sur la symbolique. Est-ce que vous pensez qu'il est important de porter un pagne ou bien on peut faire sans? Alors, du point de vue africain, je dirais que je pense qu'à l'époque, il y avait un pagne qu'on nommait « Mon mari est capable ». À l'époque, c'était vraiment, plus ton pagne est de valeur, plus on sait que l'homme qui est derrière toi, c'est quelqu'un. C'est un debout ou c'est un suspendu. Un suspendu. D'autres, ce sont des spatiaux. Mais du point de vue de la symbolique, moi, je dirais que oui. Enfin, portez le pagne si ça vous fait plaisir. Mais au-delà de ça, que ça ne devienne pas une obsession. Moi, c'est beaucoup plus là mon souci. Tu veux porter le pagne et que tu peux te le permettre, fais-le. Mais ça ne devrait pas être un sujet qui va aller dans les problèmes. Non, si je ne porte pas le pagne, je ne suis pas. Si je ne porte pas le pagne, je ne fais pas. Je suis moins femme, je suis moins. Encore que de nos jours, on a tellement plus de problèmes que le problème de pagne au niveau des femmes que voilà, pour moi, c'est pas très important. Et encore, s'il fallait revenir sur le prix, attendez. La vie est dure au Cameroun. Je ne sais pas si la vie est dure. Moi, j'ai mon moto-taxi qui me soufflait parce que je l'ai taquiné en lui disant que est-ce que tu as acheté le pain à madame? Je dis que moi, j'ai seulement envoyé l'argent. Le pain là, c'est 20 000. Moi, quand je lui ai envoyé l'argent, je vais même faire un mois, il ne lui parle pas. C'est genre 22 000, juste pour. Donc, c'est assez compliqué. Donc, pour moi, celles qui veulent le faire, faites-le, mais vraiment qu'on sache exactement pourquoi on le fait. Ça ne devrait pas être une histoire de match jeu. Très bien. On a votre avis là-dessus? Très bien. Alors, Eva, oui, est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui ont pleinement conscience de leurs droits? Parce qu'avant de réclamer quoi que ce soit, il faut qu'on sache quand même ce à quoi on a droit. Est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui, les jeunes femmes aussi, parce que c'est pour les femmes et pour les filles, est-ce que tu penses que... Toi, tu es un peu maintenant entre les deux, hein? Entre les deux. Est-ce que tu penses que les femmes et les jeunes filles ont pleinement conscience de leurs droits? Non, surtout dans la société camerounaise, vous allez m'excuser, mais je ne pense pas. Si je dois développer, je dirais, aujourd'hui la jeune fille ou bien la femme camerounaise est plus inquiétée par son port du pain plutôt qu'à savoir l'origine de la journée du 8 mars. Je parie que si vous interpellez 10 femmes et vous leur demandez, c'est quoi le 8 mars?
elles ne sont pas capables de vous donner des détails de la journée. Oui, mais plus globalement, au-delà du 8 mars même, est-ce que de façon générale, dans la vie de tous les jours, une femme sait, une jeune fille sait quels sont ses droits? Parce que, est-ce qu'elle sait que si, par exemple, pardon, je suis obligée d'en parler, là où on excise les jeunes femmes, par exemple, est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent dire non, moi je ne veux pas, quelles que soient les traditions qui tournent autour, moi j'ai le droit de ressentir le plaisir, je refuse qu'on me prive de ça. Ouais. Est-ce que les femmes savent que mon mari ne peut pas disposer de mon corps n'importe comment? Non, elles savent. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui savent que voici mon droit et que je peux, s'il est aliéné, je peux me plaindre? Non. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Je dirais qu'il y a un problème de désinformation. Elles ne sont pas informées. Très bien. Mais comment on peut donc faire pour mieux les informer sur ces droits-là? Comment on peut faire pour que ça passe, qu'elles intègrent tout cela? C'est quoi les mécanismes qu'on peut utiliser pour... En mon sens, je dirais que de nos jours, quand même, on a la chance. Je mets chance entre guillemets parce que on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Pour ça, c'est pour celles qui sont dans les zones urbaines. Oui. On commence d'abord par elles. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Je pense que si nos réseaux sociaux étaient beaucoup plus axés sur l'information plutôt que le divertissement, ce serait déjà un bon canal. J'ai entendu quelqu'un qui disait dernièrement que quand moi je vais sur les réseaux sociaux le soir, c'est pour rigoler. Donc je préférerais je proposerais plutôt que même quand on parle de ces droits-là au quotidien, même si c'est en rigolant, c'est-à-dire qu'on ait des petits sketchs, qu'on ait des petites comédies au quotidien qui mettent en valeur les droits de la femme et de la jeune fille. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on a aussi la femme rurale. Parce qu'il n'y a pas que les citoyens. Oui, celles qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. sociaux. Oui, tout à fait. Il y a la femme rurale, aller vers elle. C'est-à-dire les élites, les personnes, j'ai envie de dire même les personnes lambda. Parce que comment je vais dire ça, le bémol, ce sera que certaines ne savent même pas s'exprimer en français ou en anglais, qui sont les langues officielles. Donc, je me dis que j'ai commencé par dire les élites. Parce qu'un élite saura parler, par exemple, en langue, lui dire que vraiment, maman, comme tu vois là, Laetitia qui est à la maison devrait aussi aller à l'école à la même valeur que, je ne sais pas moi, Thomas. J'ai mon neveu qui s'appelle Thomas. Elle devrait aussi aller à l'école. Il faudrait savoir que Aïcha ne voudrait pas qu'on l'excise. Il faudrait savoir que plus tard, elle pourrait dire non, je ne veux pas me marier. Elle a le droit de dire qu'elle ne veut pas se marier. Ce n'est pas une obligation de dire que bon, avant même qu'elle ne naisse, à 6 ans, elle est déjà mariée à quelqu'un et tout. Donc, si au niveau rural, on pouvait entamer cette démarche-là, c'est-à-dire les élites vont vers les personnes de leur village, discuter avec elles, organiser des petites tables rondes, des petits jeux, comme nous sommes dans la période du 8 mars. Et justement, des petites sessions, pareil, pourraient être organisées plutôt que des sessions de partage du pain. Ça aurait été mieux. Oui, mais quand on partage du pain, on ne discute pas. On vient seulement partager. Est-ce que ces élites-là déjà sont informées aussi? Oui, bien sûr, on suppose. On suppose. Alors, de votre point de vue, quelles sont les principales barrières qui empêchent vraiment les femmes, les jeunes femmes, d'accéder à la justice? Qu'est-ce qui empêche que les femmes aujourd'hui réclament justice, par exemple, d'accéder à la justice? Moi, je vais prendre le cas du Cameroun. Allons-y. Au Cameroun, on ne va pas se mentir, l'autonomie financière est la principale cause du manque de dénonciation des femmes. Ouais. Tu vois? Une femme, elle va se dire, mais attends, mon mari, il est ceci, il est DG, il est tout. Et puis c'est lui qui va te dire, va te plaindre. Mais à ce moment, toi, tu ne peux pas, tu peux pas suivre ce dossier parce que tu manques financièrement des ressources. Il y a ça. Il y a aussi le cas où, est-ce que même si la justice réussit à te faire sortir de là, est-ce que tu seras capable de te prendre en main? Je crois qu'il y a cette peur aussi du côté de la femme. Qu'elle se dise, mais voilà, je suis en paix dans mon foyer, je ne manque de rien. Ne pas dire je suis en paix, je ne manque de rien. Mais je crois que c'est ça la principale cause du manque de dénonciation des violences que l'on subit. Donc elles ont peur, elles ne sont pas autonomes, elles ont peur de se retrouver... Elles ont peur de se retrouver face à elles-mêmes parce qu'elles ont été habituées à un certain confort. Par exemple, elles ont été habituées à une certaine vie qu'elles n'ont pas envie de laisser. Pas forcément le confort, hein, parfois c'est simplement la peur. Enfin, je ne te coupe pas, mais... Parfois, ce n'est même pas le confort, c'est la peur tout court. C'est-à-dire, une femme, il y a la peur de la société,
la peur du regard, qu'est-ce que la famille va dire, Les scandales, comment est-ce que ma famille va me regarder, comment mes enfants vont me regarder, est-ce que je suis capable de m'occuper de mes enfants. Il y a la peur tout court. Parce que on a connu des femmes qui étaient autonomes, mais qui, à cause du qu'en dira-t-on, ne savaient même pas que en suivant telle ou telle voie, elles pouvaient sortir de là et être protégées. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi ce pan-là. Il y a le manque. Déjà, elles ne sont pas informées, comme Eva a dit. Elles ne sont pas informées, elles ne sont pas au courant de ce à quoi elles ont droit. Elles ne sont pas au courant de comment est-ce qu'elles doivent procéder pour se faire. Pour qu'on leur rende justice. Et en plus de ça, il y a le manque d'autonomie. C'est-à-dire, c'est tellement échelonné. Il faudrait qu'on aille point par point. La peur, le manque d'autonomie, le qu'en dira-t-on, est-ce que je pourrais m'occuper des enfants. Et certaines sont dans la, je ne sais pas si je vais dire psychose de, il faudrait absolument que leur père soit là. Fût-il un mauvais père. Pour moi, il y a aussi ça. Donc il y en a qui pensent que, quelles que soient les circonstances, mes enfants doivent grandir à côté de leur père. Oui, il y a ce phénomène-là. Alors vous, au MP3, je suis obligée de parler de votre formation politique. Vous avez Women for Change. C'est quoi Women for Change? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Eva. Oui. Alors, on va commencer par Eva. C'est quoi Women for Change et qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que je vois les femmes pour le changement. Oui. À quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Bon, étant donné que le mot même dit tout, Women for Change, c'est-à-dire des femmes pour le changement. Ça dit quoi? Le Women for Change, c'est une branche du MP3 qui regroupe uniquement toutes les femmes, bien sûr à partir d'une certaine catégorie d'âge, parce qu'on a de l'Youth for Change. Donc, toutes celles qui ne sont plus de la catégorie Youth intègrent automatiquement la catégorie Women for Change. C'est-à-dire que ce sont des femmes, c'est une association qui est là pour redonner à la femme son envie de vivre en tant que femme, pour lui redonner son courage en tant que femme, pour l'édifier sur tout ce qui concerne la femme, sur le plan politique, tant que sur le plan social, tant sur le plan maternel. Il y a tout ça qui regroupe la branche Women for Change. Alors, est-ce que vous abordez dans des thématiques comme celle-ci, comme le droit, la justice, comment il faut faire? Je pose la question à dessein pour comprendre. Quand vous réunissez là entre femmes, est-ce que vous parlez des droits? Est-ce que vous parlez de comment on peut accéder à la justice? Est-ce que vous abordez les actions qui peuvent permettre aux femmes de ne pas se sentir prisonnières des situations de tous les jours? Je répondrais que si on n'abordait pas ces thématiques-là, nous ne serons pas deux Women for Change sur votre plateau. Très bien. Ok, là, c'était... Donc, c'est la première chose que je vais dire. Et pour répondre clairement à votre question, oui, nous abordons ces thématiques-là. La justice, l'équité. Déjà, c'est l'un des pans du MP3 de manière générale. On milite pour la justice pour tous, l'équité pour tous, la prospérité pour tous. Et c'est ce qu'on défend également dans Women for Change. Maintenant, en tant que femme, on a ces débats-là ou alors ces discussions-là vis-à-vis de notre position de femme. Au MP3, on va débattre de ce sujet de manière globale pour le Cameroun. Mais maintenant, chez Women for Change, on va débattre de ce sujet-là en tant que femme. C'est-à-dire, est-ce que la femme a accès à la justice? Sinon, comment est-ce qu'on fait à notre niveau, en attendant qu'on ait les moyens un peu plus déployés, qu'on soit élu? À notre niveau, comment est-ce qu'on gère avec Women for Change les questions sur l'équité, sur la justice, sur les droits des femmes? Donc oui, à Women for Change, on a ces débats-là au quotidien. Alors, vous disiez tout à l'heure, Aurélie, tout à l'heure, que beaucoup de femmes freinent leur accès à la justice parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne savent pas, elles se disent que mes enfants doivent grandir dans le cadre familial, parce que peut-être qu'elles ne sont pas autonomes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire ça dans leur tête? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur montrer que oui, même si le mari n'est pas là, tu peux. Qu'est-ce qu'on fait pour leur... Vous, déjà dans votre cadre, même dans la vie de tous les jours, parce que vous êtes entrepreneur, je veux dire que même dans la vie de tous les jours, au-delà du parti, même dans la vie de tous les jours, quand vous devenez une femme politique, vous impactez même au-delà du parti. Partout où vous êtes, vous devez impacter. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous diriez à une femme qui est dans cette situation, qui
qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous feriez d'abord? Qu'est-ce que vous lui diriez ensuite? Moi, ce que je ferais dans une situation de maltraitance ou alors de violence, la première des choses à faire, c'est que j'irai tout droit vers une autorité compétente. Parce qu'on ne va pas se cacher, en tant qu'actrice du pouvoir, aujourd'hui, j'ai cette facilité à me sentir à l'aise avec le pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais que je peux compter sur les autorités. Alors, je ne parle pas de vous, je parle d'une femme qui n'a pas votre position. Qui n'a pas cette position. Oui, parce que une femme qui n'a pas votre position, si vous êtes en face d'une femme qui n'a pas votre position et que vous devez l'aider, qu'est-ce que vous lui diriez? La première chose que je ferais, c'est de lui dire, écoute madame, tu peux le faire. C'est-à-dire, commence déjà à enlever cette perception d'être dépendante d'un homme. Tu peux te lever, tu peux être autonome. C'est-à-dire que tu dois privilégier ton autonomie d'abord à toi. C'est ce que je commencerai par lui dire. Ensuite, je lui dirais, rends-toi, ne te rends pas justice, mais retourne-toi avec les autorités compétentes. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais dans ce cas? Parce que le véritable, on cherche des solutions. On est vraiment place aux solutions. Qu'est-ce que tu dirais à une femme? Beaucoup de femmes sont dans les ménages. Beaucoup de femmes sont dans la société où elles sentent qu'elles ont besoin de sortir des situations qui ne les aident pas. Mais elles ont peur. Une femme, par exemple, est venue me voir une fois. Son mari la maltraite. Elle est venue jusqu'ici me voir. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Mais après, vous savez, les femmes, elles finissent toujours par décider comme elles peuvent. Mais qu'est-ce que toi, tu dirais à une femme qui est dans une situation, si dans ton quartier, tu as une femme qui est comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, la première chose avant de répondre à la question, je dirais que c'est très bien de vouloir que les enfants grandissent dans le cadre familial. C'est l'idéal. C'est vraiment la base de la société. C'est vraiment l'idéal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand la personne à côté de nous n'est pas disposée, j'ai envie de dire ça comme ça, à assumer ce rôle? En Afrique, on va d'abord te dire que, première chose, ne lui dis pas de divorcer, parce que quand ils vont se réconcilier, c'est avec ton nom qu'on va se réconcilier. C'est la première chose qu'on va dire. Okay. Moi, je ne conseillerais pas de manière immédiate à une femme de divorcer. Ça, c'est mon point de vue, rien qu'à moi. Je ne conseillerais pas de manière immédiate à une femme de divorcer, tout simplement parce qu'avant d'en arriver là, je pense qu'il y a une certaine sphère dans laquelle on doit la mettre. Maintenant, si on doit prendre le cas, par exemple, d'une dame dans mon quartier qui a ce problème, j'essaierai tout d'abord de discuter avec elle. Premièrement avec elle pour avoir son ressenti. Parce que le pire, c'est souvent qu'on va se retrouver en face de quelqu'un qui est traumatisé, qui est offusqué, qui a été blessé, et on va la condamner encore. Donc la première chose, c'est de parler avec elle, avoir son ressenti, première chose. Une fois que j'ai son ressenti, trouver les voies et moyens pour discuter avec le problème. Qui est son mari? De discuter avec le problème, trouver vraiment les voies et moyens. Parce que certains hommes vont se sentir un peu frustrés ou alors, littéralement, ils vont sentir qu'on leur a manqué de respect si on décide d'aller directement de manière frontale. Donc, c'est vraiment de trouver la bonne formule pour aller vers eux. Si la voie du dialogue, qui est la première étape, ne passe pas, on va aller vers les autorités compétentes. Pour ça, on l'accompagne dans ce sens-là, qu'elle aille vers les autorités compétentes, premièrement pour se protéger, elle, pour protéger sa vie. Parce que ce qu'on entend très souvent, c'est que je reste pour les enfants. Mais une fois que l'acte est commis, ces enfants-là sont seuls. Les enfants pour qui elle voulait rester, s'il faut parler par exemple des violences conjugales, les enfants pour qui elle voulait rester vont rester là tout seuls finalement. Donc, aller vers les autorités compétentes et à ce moment-là, je pense que la justice saura quoi faire. Parce que moi, je ne suis pas de la justice. Absolument. Donc, la justice saura quoi faire. Soit entamer une procédure de divorce, entamer une procédure de dialogue. Bref, la justice saura quoi faire à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que la justice est suffisamment résout? Alors, je vais le dire trivialement. Est-ce que vous pensez que la justice, dans le cas, par exemple, des violences basées sur le genre, est-ce que vous pensez que les solutions à la justice sont suffisamment pérennes? Parce que des féminicides, c'est tous les jours un peu. Est-ce que vous pensez que la justice a des moyens efficaces pour dissuader ces hommes-là? Jusqu'ici, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de défaillance aussi, quand même, un peu? Est-ce qu'il ne faut pas corser davantage les lois
les lois relatives aux violences basées sur le genre? Alors, la justice. Je dirais que, pour répondre comme une question non rhétorique, non. La justice ne fait pas suffisamment ce qu'il faut pour dissuader ces personnes-là qui s'engagent sur ce type d'action-là. C'est généralement la justice populaire qui s'en charge, non, malheureusement. Je ne parle pas de celle-là. Hein. Justement, c'est ce qu'on voit. Généralement, c'est la justice populaire. Malheureusement, pourtant, on a des policiers, des gendarmes, des procureurs, des magistrats. On a tout au Cameroun pour gérer ce type de problème-là. Alors, d'expérience, pas vécue personnellement, mais j'ai eu à connaître une dame comme ça qui a expliqué son problème. La première chose qu'on lui a dit, c'est quand elle a voulu divorcer, elle est arrivée au stade où elle voulait divorcer, on lui a dit, elle est arrivée, la première question qu'on lui a posée au tribunal, c'est est-ce que tu veux même vraiment divorcer? Allez encore réfléchir. Une personne qui est face à une situation où elle veut sauver sa vie, on lui demande d'aller encore réfléchir. Oui, il faut savoir que la loi protège la famille. On ne le dit pas parce qu'on veut forcément que tu ailles, mais la loi, la solution du divorce, c'est la solution extrême. On vous dit d'aller réfléchir parce qu'on se dit que peut-être qu'avant ça, vous allez trouver... Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne dit pas divorcer systématiquement. Oui. On essaie d'abord de concilier, mais à partir du moment où la personne estime avoir traversé cette étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je disais que est-ce que les lois ne sont pas suffisamment... Il faut peut-être qu'on corse davantage les lois. Qu'on dissuade pour dissuader, que les lois deviennent réellement dissuasives. C'est-à-dire que le gars sente que si je fais ça, voilà ce à quoi je m'expose. Je suis exposée, oui. Moi, je dirais qu'au Cameroun, on a aussi un gros problème en ce qui concerne le cas des violences. Moi, je dirais le trafic d'influence. Parce qu'on ne va pas se mentir. On fait face à ce qu'on appelle du trafic d'influence au Cameroun. Les lois ou alors les droits de la femme au Cameroun sont déjà là, c'est écrit, les textes sont là. Le réel problème, c'est comment implémenter ça. Est-ce que toi, le gendarme que la femme vient voir, qui est le frère du mari, est-ce que tu seras capable de menotter ton frère et lui dire, frérot, tu as gaffé, écoute, assume. C'est de là, c'est de ça qu'il s'agit, le trafic d'influence. Un peu plus haut même, hein. Trafic d'influence. Il faut déjà qu'on arrive à casser cela et dire que, attends, tous les citoyens font face à la justice, chacun a les mêmes droits et les règles doivent s'appliquer chez tout le monde. Oui, le gendarme menotte conformément à la loi. Hein. Si ce n'est pas dans la loi, il ne menotte pas. C'est pas le trafic d'influence. Il va te dire, mon frère, c'est mon frère, je ne peux pas menotter mon frère. Même si la loi le veut, je ne peux pas menotter mon frère. C'est un gros problème. On en parle, on rit, mais c'est un gros problème. Très bien. Pour aller dans le même sens, je pense qu'il y a eu le cas de l'enseignante, je crois que c'était l'année dernière. Oui, l'enseignante. Celle de la vie qui coûte 52 000 actuellement au Cameroun. Ça a carrément... Ce n'est pas exactement ça. Finalement, il a été condamné en appel, non? Il a été condamné, mais pour combien de temps? Il a été condamné en appel, non? Oui, il a été condamné en appel. Il a été condamné. On a revisité. En ce temps, ça a eu le temps de traumatiser bon nombre de jeunes femmes qui se sont dit, donc, ma vie coûte 52 000. Oui, mais c'était en instance. Donc, je veux dire qu'en instance, on a fait appel et puis après, après c'est allé. Le verdict est tombé. Puisqu'on parle des hommes, qu'est-ce que les hommes peuvent faire, eux les hommes? C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner les femmes dans leur quête de justice et d'équité. Hein, et d'équité. Oui, qu'est-ce que les hommes peuvent faire, eux, pour vous accompagner dans le cas de votre parti? Qu'est-ce que les hommes font pour plus de justice pour les femmes et pour que vos droits soient valorisés? Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant les élections présidentielles, lorsqu'on était en pleine campagne, j'ai accompagné notre président national, Iram, Samuel Yudi, c'était à Dash TV, où on lui a demandé, mais monsieur le futur président, qu'est-ce que vous prévoyez pour le cas des féminicides dans votre futur pays, si jamais vous arrivez à gouverner le pays? Sa réponse m'a tellement touchée, donc je vais en parler aujourd'hui. Il a dit, au Cameroun ou en Afrique, on est des Bantous. Automatiquement, quand on élève une femme, c'est pour qu'elle soit une bonne femme au foyer, une bonne épouse, une bonne mère. Quand on éduque un homme, c'est pour lui dire, attends, tu es le chef de la famille. Je crois que pour les générations à venir, si je devrais dire quelque chose, je vais tout simplement demander au moment, écoutez, apprenez à élever des gentlemen. Parce qu'un homme, aujourd'hui, c'est il est un homme, mais il est bébé.
Très souvent, c'est le résultat de sa vie en famille, le résultat des personnes qu'il a côtoyées quand il était enfant. C'est-à-dire s'il a grandi dans une maison où on dit, écoute, la femme ne parle pas ici. Je crois que c'est ça qui se répercute dans son foyer, dans sa famille. Donc je mettrais beaucoup plus un accent sur l'éducation des garçons au Cameroun. S'il vous plaît, les dames, élevez des gentlemen. Très bien. Quand on a fini d'élever, alors un gars qui n'est pas gentleman, qui est devenu donc un homme mature. Là, on fait comment? On fait comment? Quand il est déjà comme ça, là, on fait comment? On fait comment? Premièrement, je vais revenir sur ce que Eva a dit tout à l'heure. Elle parlait de l'autonomie. C'est à ce moment-là que ça joue. Très bien. Parce que, selon moi, une femme qui est autonome, elle a ce pouvoir de dire non, je ne veux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Nuance, je ne suis pas en train de dire, de soutenir les... C'est comment on les appelle? Les femmes qui n'en disconviennent pas. Les je n'en disconviens pas. Très bien. Je ne suis pas en train de soutenir les je n'en disconviens pas et tout, qui parlent... Enfin, voilà. Mais je pense que il y a généralement des signes qui ne trompent pas. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que généralement, c'est l'amour ou alors le besoin ponctuel que l'homme en face comble qui fait souvent à certaines femmes fermer les yeux. Maintenant, comme vous avez dit, comme tu as dit, comme tu as dit, on a fini d'éduquer un non-gentleman. On est déjà en face. On fait comment? Comment est-ce qu'on fait? Je ne pense pas que ce soit à la femme, je ne pense pas que ce soit à l'homme à ce moment-là de gérer la situation, c'est plutôt à la femme. C'est pour ça que je dis que, premièrement, la femme doit pouvoir lire. C'est-à-dire que il y a des petits signes au début là qui ne trompent pas. Pour une petite dispute, il va élever la voix, il va te donner une claque pour une simple dispute. Ce sont des petits gestes qui, dès le début, doivent être alarmants. Mais généralement, quand une femme, comme j'ai dit, elle est très amoureuse, je n'ai rien contre les amoureuses, elle est très amoureuse, le monsieur il est, vous avez dit, suspendu, il donne l'argent, il s'occupe bien d'elle et tout. Elle va fermer les yeux et plus tard, l'action qui sera posée pourra lui être fatale. Parce que j'aime souvent dire que c'est pas compliqué de mourir. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit je te pousse là sur le mur, tu cognes ta tête, hémorragie interne, on se retrouve à la morgue jeudi. Externe même si tu veux. Voilà. Donc, à compter du moment où on est en face de ce type de personnes-là, sachez comment vous tenir. Ayez cette lucidité-là. Ne vous emballez pas dès le début comme ça. Ayez cette lucidité d'observer certains petits gestes. Comment est-ce qu'il se comporte quand il est en colère? Comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il y a une dispute? Comment il se comporte lorsque ce que vous dites ou ce que vous faites ne lui plaît pas forcément? Il y a les petits gestes-là au début qu'il faut faire, qu'il faut observer. Et quand on a observé ça et que ça ne matche pas forcément avec ce qu'on espère pour sa vie, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de mourir sous le coup d'une autre personne. À compter du moment où on observe ça, je pense, mesdames, qu'il est temps de s'éloigner. Le bonheur vous attend devant. Mais Aurélie, j'ai envie de te demander, excuse-moi, je ne suis pas journaliste, pardon, sans toutefois abuser de l'autorité. J'ai envie de demander, à ce moment, est-ce que les hommes, on va dire entre parenthèses, qui réagissent comme je suis en train de dire, est-ce qu'ils n'ont pas droit aussi au mariage? Est-ce qu'ils n'ont pas droit d'avoir leur propre famille? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Si à chaque fois il faut dénoncer au moins de pépin, ces hommes-là, tu considères quoi? Le fait de s'éloigner, moi je dirais toujours pour ma part, je dirais que le fait de réagir comme ça au moins de pépin n'est pas très avantageux parce que personne n'a envie de se coucher aux côtés d'une femme qui, dès que tu vas dire, il faut aller à la police, il faut aussi tenir compte de ces hommes-là. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais que quand tu connais ton bandit, il faut savoir comment marcher avec ton bandit. La vérité est que personne ne va non plus en mariage pour se faire cogner. Vous comprenez? Ouais, si on a des blessures internes, il faut les guérir avant de chercher à se marier, à prendre femme. Je ne viens pas en mariage pour commencer à refaire l'éducation d'un homme et pareil pour la femme et rentrer et vice-versa. Je viens trouver
un homme qui peut m'accompagner et vice-versa. Et vice-versa. S'il a des blessures internes, on peut s'asseoir, en parler, essayer d'en sortir. S'il est disposé à le faire. Mais il ne répond pas à un mot par des coups. C'est compliqué. Et vice-versa. Absolument. Mais je pense que vous voulez bien les défendre, les hommes. Non, je veux dire. Non, je ne veux pas défendre les hommes, mais je vais forcément donner le poids aux femmes. Forcément et vice-versa. Mais je dis, on ne va pas en mariage pour commencer à rééduquer sur le A, B, C, D. On va en mariage pour s'accompagner. Et quand on s'accompagne, on est disposé à discuter, à poser le problème et à essayer de trouver des solutions pérennes. Tout à fait. C'est un peu cela. Alors, mesdames, est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment valorisées au Cameroun? Avant que vous n'y répondiez, on a invité nos compatriotes au débat. On leur a posé la même question. On les écoute et on se retrouve juste derrière. Si elle parle là, on va... On t'écoute. La femme au Cameroun est valorisée parce que ici au Cameroun, si une femme décide de travailler dur, elle va récolter ce qu'elle a semé. Donc ici au Cameroun, il y a tout. S'il y a une femme paresseuse et elle ne veut pas travailler, et elle demande toujours que j'ai tel problème, parce qu'elle n'est pas paresseuse. Au Cameroun, il y a tout. Tu peux commencer par vendre de l'eau. Tu peux faire n'importe quoi, même pour faire fuir le bien comme Mamiso. Et tu vas te retrouver en haut. Yes. Yes. They value women. They value women. Good evening. Today was so wonderful. They taught us that women, we should not stay idle. We should do something so that our value will come out as women. The way I see how they value the Cameroon women is that their husband shows them love and they call them every season during this period of Women's Day to teach them how to manage their homes. Bon, vu il y a ce que le gouvernement fait à travers la journée internationale de la femme, je vois que le gouvernement fait il y a un peu d'effort pour valoriser la place de la femme dans notre société. Donc, compte tenu que la femme, eux aussi, elle participe déjà beaucoup dans la société, dans la vie active, vu dans les bureaux et tout. On voit que la femme se démarque déjà très énormément dans notre société. Concerning the program of the women, women supposed to be an access to their homes, not a liability. That's why what they taught us here today, we benefited because women were important in a country or in a community. Likewise here in Cameroon, they truly value their women. That's why annually they celebrated their women, and we, the Nigerians and other countries living here in Cameroon, all of us, we benefited from it all. So we thank God the way they are treating their women, and we say may God bless them, and may they keep on progressing from glory to glory in the name of Jesus. Amen. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très très bien, vous regardez Entre Copines et ce soir, Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes, qui est diffusée samedi quand il est 15h30, dimanche quand il est 20h30. Ce soir, avec mes invités, nous essayons de trouver des pistes, des pistes pour les femmes qui exercent pleinement leurs droits et pour une justice équitable. Alors, je suis un peu troublée. Les deux demoiselles là, elles sont... Vous voulez dire dames? Non, vous êtes des demoiselles. Vous êtes des demoiselles. Alors, est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment valorisées, même dans leur foyer? Il est important de le dire. Est-ce que les hommes savent valoriser leurs femmes? Est-ce qu'ils savent leur dire des mots tu es forte, tu es... Est-ce qu'elles sont suffisamment valorisées? Je crois que sur cette question, si vous allez encore me détester un peu les femmes, mais je vais me permettre de donner mon point de vue. Bien sûr. La femme qui veut être valorisée à sa juste valeur n'a qu'à se présenter sur cette juste valeur. C'est-à-dire quoi? C'est pas toi la femme qui va dépendre entièrement d'un homme, c'est pas toi la femme que l'homme va tout faire, et c'est pas toi la même femme qui décide de te plaindre au moins de pépin. Je suis désolée, il faut essayer d'avoir cet équilibre-là. Généralement dans les maisons, ça dit quoi? La femme doit apprendre à être
autonome. C'est-à-dire qu'un homme qui sait que quand il rentre, vraiment, moi, je ne peux rien dire à la fille si je lui donne d'abord son café. Je crois que les femmes doivent apprendre aussi cette particularité-là qu'en tant que femme, on doit s'affirmer différemment que la soumission. Il faut peut-être que je te dise que la violence n'a pas de classe sociale. Alors qu'il y a des femmes qui sont très haut placées, il y a des femmes qui sont complètement autonomes, mais qui n'arrivent pas à... Leur mari exerce sur elles des pressions psychologiques très fortes. Donc, il faut savoir que la violence n'est pas une question de classe sociale. Parce que tu parles d'autonomie comme si c'est les femmes qui sont dépendantes, seules qui souffrent. Non. L'avantage, c'est peut-être des femmes, je veux dire autonomes, c'est que elles peuvent partir, elles peuvent faire ceci, mais mentalement, la pression est tellement forte. Ces femmes qui sont dépressives, là, ce ne sont pas des femmes qui sont forcément dans la rue, ce sont des femmes qui ont des moyens, mais elles sont dépressives parce que la pression est forte et tout. Donc, il faut que tu le saches quand même. Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des blessures que chacun doit d'abord essayer de guérir intérieurement avant de s'engager dans une relation. Très bien. Parce que c'est ce genre de choses qui causent des dépendances affectives. Et une fois qu'on est dépendante affective, je crois qu'on s'accroche, on ferme les yeux face à la réalité parce que quelque part on dit mon réconfort est là-bas. On a l'espoir d'un réconfort qui n'existe en réalité pas. Très bien. Est-ce que tu penses que les femmes, toi tu es entrepreneur, et toi aussi d'ailleurs, tu es entrepreneur, est-ce que tu penses que la société te valorise suffisamment, les hommes que tu côtoies au quotidien reconnaissent la femme que tu es et les efforts que tu fais? Même au milieu de la famille, hein, même dans ta famille, même dans ton entourage. Alors, de manière générale, au Cameroun, je pourrais, sur certains pans, dire que la femme est valorisée. Je précise quand même qu'il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Oui. Les femmes ne vont pas à l'école, les femmes ne travaillent pas. Elles n'ont pas le droit de travailler. Il faut faire la nuance. Peut-être sans autorisation aussi écrite de leur sans conjoint. autorisation écrite. Parfois, c'est sans autorisation écrite. Dans d'autres, c'est qu'elles n'ont carrément pas le droit. Leur travail, c'est s'occuper de leur mari qu'on a parfois même forcé à épouser. Voilà, donc sur ce pan-là, au Cameroun, oui, on a des femmes qui sont directrices générales, on a des femmes qui sont ministres, on a des femmes qui sont députées, on a des femmes qui sont... les femmes sont valorisées sur ce point-là. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, je ne dirais pas jusqu'ici que j'ai été victime de sexisme. Tout au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui, autour de moi, m'encouragent dans ce que je fais. Certains sont souvent un peu surpris quand je dis que je suis promotrice d'une entreprise et tout. Ils sont en mode, ah ouais, tu es pas jeune et tout et tout. Mais jusqu'ici, honnêtement, je n'ai jamais été victime de sexisme par rapport dans ce domaine-là. Maintenant, tu l'as mentionné tout à l'heure, les violences ne sont pas que physiques. Ce n'est pas que taper sur quelqu'un. Il y a pire, et pour moi, j'insiste vraiment sur le pire, il y a la violence émotionnelle, la violence, les violences mentales. Pour moi, c'est le pire. Être dans une maison en tant que femme, c'est-à-dire, tu as la possibilité de sortir, tu peux travailler, mais tous les jours, quand tu vas rentrer, on va te rappeler que si telle chose n'est pas faite, c'est parce que tu as travaillé. C'est quelque chose qui est, par contre, très récurrent dans certains ménages. C'est-à-dire, il te laisse le libre arbitre de pouvoir travailler, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne sera pas fait, il va te rappeler que c'est parce que tu travailles. C'est très grave parce que, à un moment donné, c'est un peu comme un piège. Ça fait l'effet d'un piège. C'est-à-dire, tu commences à te poser les questions. Est-ce que c'est même nécessaire finalement que je travaille et tu te retrouves. Alors qu'au final, selon moi, le travail des femmes, c'est aussi pour l'épanouissement. Absolument. C'est surtout pour l'épanouissement. Parce que si il faut y revenir au niveau de la Bible, en temps normal, la femme reste à la maison, la femme s'occupe de la maison et tout, et l'homme pourvoit à ses besoins. Si aujourd'hui, on se retrouve en train de devoir sortir, c'est parce que, au-delà du stress de la maison, parce que, disons-le clairement, rester à la maison, s'occuper des enfants, matin, midi, soir, chercher ce qu'on va cuisiner, s'occuper de monsieur, ça pèse aussi sur le psychique. Donc, si aujourd'hui, les femmes se retrouvent en train de vouloir sortir ou alors d'être un peu plus indépendantes sur le plan financier, c'est surtout pour se faire plaisir à elles-mêmes. Quel homme ne serait pas content du fait que, pour le 8 mars qui approche, sa femme qui travaille a décidé d'offrir le pagne à sa belle-mère sans que son mari ne soit forcément au courant. C'est-à-dire que c'est sa maman qui va l'appeler pour lui dire ma fille là m'a envoyé le 8 mars, envoie-moi seulement l'argent de la couture. Quel homme ne serait pas content de ça?
Mais maintenant, on est face à certains hommes qui violentent leur femme sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de rentrer et dire que vraiment, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, on va sauter simplement le riz, on va manger. Non, elle ne peut pas. Elle doit rentrer à 18h à la même heure que toi. C'est-à-dire que vous ouvrez le portail en même temps. Et c'est toi qui dois commencer. Tu n'as pas le droit de lui dire que tu es fatigué. C'est comme si tu étais piégé dans cette histoire. C'est-à-dire que tu veux être épanoui en sortant. Certaines vont même vous dire que je suis seulement contente quand je suis dehors. Dès que je rentre là, il le voit, là, je suis fâchée. Je ne suis pas contente. C'est un piège. Et pour moi, la plus grosse des violences, c'est la violence émotionnelle. Donc, sur le plan, de manière générale, oui, les femmes sont valorisées au Cameroun parce qu'on a le droit de travailler, on a le droit de parler, on a le droit de s'asseoir là pour discuter. Mais sur certains plans, je vais dire quoi, les femmes sont un peu lésées. Et petite parenthèse, ça ne concerne pas que les femmes. Il y a certains hommes aussi qui sont lésés. Il ne faut pas qu'on parle... Oui, mais là, on parle des femmes. Mais puisqu'on parle... Non, c'est une parenthèse. Des femmes et des filles. On parle des femmes et des filles. Il faudrait aussi qu'on pense sur le plan émotionnel à ce que la femme ressent. C'est-à-dire le poids de la société. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, dès qu'il y a une petite erreur, c'est la femme qu'on pointe du doigt en toute première position. Quand l'enfant échoue, on dit que... C'est pas facile d'être une femme. Hein. Il faut gérer le travail, il faut gérer le ménage. Exactement. Donc, il faudrait aussi qu'on pense à ce plan émotionnel. Donc, sur le plan émotionnel, pour moi, non. Les femmes ne sont pas suffisamment valorisées. On n'écoute pas suffisamment leurs émotions. Oui, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de femmes dépressives aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne tire pas sur C'est pour ça qu'on a quand même aussi beaucoup d'églises. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est un refuge pour certaines femmes. Le fait de pouvoir sortir, aller là-bas, elle va rencontrer d'autres femmes comme elle pourra discuter. Le simple fait de parler l'évacue. Et donc, merci d'aborder la question. Mais est-ce que c'est pas est-ce que quand vous voulez qu'on écoute vos émotions, il faut pouvoir les exprimer? Est-ce que les femmes ne sont pas un peu dans la réserve, dans la retenue, dans la protection justement de leurs acquis? C'est-à-dire que j'ai un foyer, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une vie qui paraît stable aux yeux des autres. Si je vais dire que je suis émotionnellement insatisfaite, je suis émotionnellement violentée, peut-être que ça va déstabiliser, ça va changer la façon dont les gens me regardent. Je préfère subir ça. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait des femmes, si un peu, enfin, je ne vais pas dire du fait des femmes, pardon, c'est pas ce que je vais exactement dire. Je veux dire est-ce qu'il n'est pas important aussi que les femmes apprennent à se parler, à aller vers les solutions, à chercher les solutions? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? C'est pour ça que je dirais qu'au Cameroun, l'un des plus gros combats qu'on a, c'est de normaliser les psychologues. C'est-à-dire qu'on doit normaliser le fait d'aller voir un psychologue. Je crois que ça... Ce n'est pas interdit non plus. Oui, c'est pas interdit. C'est comme si on a empêché ça. Peut-être qu'il faut pouvoir rendre ça comme aller voir un médecin généraliste. Peut-être qu'on doit se dire que aller consulter un psychologue doit être comme aller voir un médecin quand on n'en a pas lu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est tout à fait ce que je voulais dire. Merci. Ça revient au fait c'est ce que j'ai dit au début, la peur. La peur du qu'en dira-t-on. Les scandales. Les scandales. Elle est là-bas dedans. C'est comme on aime souvent dire au quartier, c'est la toiture qui couvre les choses. C'est la toiture qui nous cache. Donc du coup, moi j'ai envie de dire, apprenons. Ça concerne vraiment tout le monde, hommes comme femmes. Apprenons à être un peu égoïste. Qu'est-ce que j'entends par être égoïste? Ça revient au fait que il faudrait que ça me fasse plaisir. Il faudrait que quand je fais ce que j'ai envie de faire là, ça devrait me faire plaisir à moi. Ça permettrait en fait à certaines personnes de... Je ne suis pas à l'aise. Je vais voir Eva. Eva, maman, comme tu vois là, je ne dors pas bien. Le type là me fatigue. Et une fois que vous êtes... Toi, ça t'a libéré. Si maintenant Eva décide de se moquer de moi ou quoi, franchement, tant que toi, ça te met à l'aise, ça te permet d'évacuer, fais-le. Maintenant, l'idéal, ce serait aussi d'aller souvent parler aux personnes qui ont la maturité pour comprendre ce qu'on essaye de dire, qui ne vont pas vous juger de manière systématique. Et si maintenant on ne trouve pas, essayons, comme elle a dit, d'aller voir des psychologues. Le problème, c'est souvent aussi que les psychologues sont un peu chers. Le coût, oui. C'est un peu cher au Cameroun. Le coût des consultations. Mais on a toujours au moins une personne dans sa vie à qui on peut parler de manière libre, sans avoir le poids du jugement. Donc, apprenons à être égoïste. Faisons les choses pour nous faire plaisir.
avant tout. Et parce que une femme qui est épanouie, qui fait ce qui lui fait plaisir, ne pourra rendre que ses enfants heureux, ne pourra rendre que son mari heureux. Une femme qui est frustrée, quelle que soit l'âme, à un certain moment, ça va sortir. Elle va l'extérioriser et de la mauvaise manière. C'est souvent ça qui va frustrer certains hommes, ça va entraîner ce que ça va entraîner. Et puis on va se retrouver dans des débats qui n'ont pas forcément lieu d'être. Alors, quels sont les défis spécifiques, toi en tant qu'entrepreneur? Je pense que quand on entreprend, on a peut-être besoin d'être accompagné, je ne sais pas moi, besoin de prendre un crédit, besoin, je ne sais pas moi de quoi. Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face, toi, en tant que jeune entrepreneur? Quelles sont les choses auxquelles tu penses avoir droit, mais que la société ne te donne pas forcément, que tu n'arrives pas à acquérir, quoi, par exemple? Au Cameroun, réellement, je vais encore vous choquer. Parce qu'entre femmes entrepreneurs au Cameroun, ce n'est pas facile. C'est-à-dire tout de suite, quand tu as peut-être besoin d'un crédit, comme tu es en train de dire, à la minute où tu vas te retrouver face à la personne qui peut ou qui est censée t'aider, je crois que tu vas... Le premier défi, c'est le sexisme au Cameroun. Il faut le dire, il faut le dénoncer. En tant que femme, c'est vraiment pas évident de passer par un certain confort sans qu'on t'oblige à traverser cette étape-là. Je crois que c'est un réel problème au Cameroun. Même dans le parti? Non, j'ai la chance d'être dans un parti de jeunes. C'est quoi, non? Non, parce que, comme elle a dit, elle a su choisir Hiram. Et moi aussi, c'est le cas pour moi. On n'est pas sur un plateau politique. On n'est pas sur un plateau politique. Le moment venu, on fera... On fera la vérité de prêcher pour son église. Non, mais c'est pas dans ma chapelle que vous allez venir prêcher comme ça. Là. Alors, c'est quoi? Allons-y. Ouais, dans mon parti politique, quand même, le MP3, je dois le dire avec fierté et honneur, ce genre de choses, on ne fait pas face à ça. On a des grands frères, on est entouré des grands frères, vous l'avez dit, Benjamin Gonga, je me permets de le citer, c'est un très grand frère, très encadreur. Il n'est pas le seul, ils sont très, très nombreux. Donc, vous ne citez que lui. Très bien. On revient aux difficultés en tant que jeune entrepreneur. Vous avez dit au sexisme, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Est-ce que vous avez demandé un crédit un jour? On a estimé qu'on ne peut pas vous donner un crédit. Est-ce que... Personnellement, je ne dirais pas ce que je ne connais pas. Oui. En tant qu'Eva Ndongo, entrepreneur, je me suis toujours battue avec les gens de mon entourage. Donc, ce qui fait que cette facilité à me retourner vers l'extérieur, cette difficulté à me retourner vers l'extérieur, je ne la connais pas. Je me contente des grands frères qui sont là pour moi, pour éviter justement de me retrouver face à cela. Je me contente de ceux qui m'entourent. Très bien. Alors, Aurélie, il y a des femmes au Cameroun, par exemple, elles ont du mal à... il y a des cultures, des traditions où les femmes n'héritent pas, par exemple. Les femmes n'ont pas droit à la terre. Tu ne peux pas venir dire que... Le père ne peut pas dire que, en mourant, là, voilà, la terre de machin d'office. Quand on compte les héritiers de la terre, là, la femme n'est pas dedans. On dit que tu vas à la mariage, tu vas te chercher là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que chez toi, dans ta culture, ça se passe comme ça? Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, si mon grand-père regarde l'émission, il va beaucoup rigoler parce que ça fait au moins 3-4 fois qu'il me dit d'aller récupérer mes affaires au village. C'est-à-dire, il me dit que tu n'as même pas fait le champ au village là-bas. Il y a le terrain, il faut venir récupérer. Petite anecdote, mais... déjà, sur le plan personnel, on va commencer par là, je ne vis pas ce genre de situation. J'ai la grâce, la chance d'être dans une famille assez évoluée. On est ancré dans les traditions, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire en cas de... Mais on a quand même cette ouverture d'esprit-là. Et encore une fois, dans ma famille, les femmes sont très entreprenantes. Donc, je n'ai pas encore été face à ce problème-là et je ne crois même pas que je serai face à ce problème. Maintenant, de manière générale, on a encore, oui, des tribus au Cameroun où on attend impatiemment que tu ailles en mariage pour récupérer ta part de terrain. Et encore, parfois, on n'attend même pas. On te le dit cash. On te dit clairement que tu n'auras rien parce qu'une femme n'a rien ici. Ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas très malin. Parce que les femmes, hormis le côté émotionnel qu'on a et qu'on met beaucoup plus en avant, la femme a la sagesse et la capacité nécessaire de savoir comment gérer les choses de manière très, très, très équitable. Petite parenthèse, on va aller un peu hors du pays. Aliko Dangote a légué ses 3 entreprises à ses 3 filles. La raffinerie, c'est une de ses filles. Les bureaux qui sont à Londres, et je crois c'est Londres et les États-Unis, je pense bien, c'est une autre de ses filles. La cimenterie, c'est une de ses filles. Je ne pense pas qu'il soit fou, c'est quand même l'homme le plus riche d'Afrique.
Donc, copions de temps en temps le bon exemple. Ce n'est pas très malin de décider juste parce que c'est une femme qu'elle n'héritera de rien, juste parce qu'elle est née fille. Encore qu'on voit très souvent les cas où on donne l'héritage à un garçon, à un homme, il se marie, sa femme lui dilapide tout ça et les autres ne voient rien. Alors qu'on aime souvent dire ça comme au quartier. La femme pense toujours à sa famille. Donc, moi je dis ça comme ça, c'est pas très mal. Très bien. Parce qu'on célèbre les femmes, on célèbre les modèles aussi. Peut-être qu'on n'a pas souvent dans la société l'habitude de célébrer les bons modèles. Vous me direz peut-être que les bons, c'est lesquels, mais quand c'est bon, c'est bon. Je vous invite à suivre ce modèle de femme. Madame Ndamjoya, vous êtes des femmes politiques et je vais... Quand on voit son portrait, peut-être qu'il peut vous inspirer. On regarde ça, on revient juste après. Dans un environnement fortement dominé par les hommes, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya se positionne comme la dame de fer venue du Noun. Seule femme au rang des 12 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la veuve d'Adamou Ndamjoya préside aux destinées de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, parti créé en 1991 par son époux. Son arrivée à la tête de cette formation politique le 26 avril 2020, quelques jours seulement après le décès de son mari, sera qualifiée de coup de force par certains. Un coup de force qui pousse des cadres du parti, dont le premier vice-président, à claquer la porte. Retro. Figure importante et imposante de la politique au Cameroun, Tomaino Ndamjoya est élu député à l'Assemblée nationale pour le Noun en 2007. Elle y occupe le poste de secrétaire dans la Commission des lois constitutionnelles des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législation, du règlement et de l'administration. Elle reste à l'Assemblée nationale pendant 13 ans et 2 mois. Bien que réélue à la faveur des législatives et municipales de février 2020, Dame Tomaino renonce à son siège de députée et choisit de devenir conseillère municipale de la ville de Fumban. De conseillère à maire, il n'y a qu'un seul pas, elle le franchit et est par la suite élue conseillère régionale de la région de l'Ouest, où elle porte la parole des conseillers du département du Noun. Membre de la plateforme de l'opposition engagée dans le chantier de la réforme participative et consensuelle du système électoral, elle est également le porte-parole de la plateforme. Sur le plan professionnel, Madame Ndamjoya est à la tête d'une entreprise caféière et elle occupe depuis 2016 le poste de présidente de l'Association des femmes camerounaises dans le café. Née à Yaoundé en 1969, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya grandit au Cameroun entre Yaoundé et Fumban. Diplômée de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé, elle obtient sa licence en 1990 et une maîtrise en droit public en 1992. Tomaino Ndamjoya est également auteur de plusieurs ouvrages, dont Les élections bancales. Et comment parler de cette femme politique sans évoquer ses batailles avec le sultan roi de Bamoun, ou même encore sans mentionner cette controverse qu'elle crée en décembre 2017, du temps où elle est députée de la nation. Demandant en vain la parole, elle balance par exaspération un chevalet qui blesse accidentellement un élu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya est une femme politique, entrepreneur, mère, épouse, écrivain et certainement bien d'autres choses. Femme politique, mère, épouse, écrivain. Ça, c'est une femme qu'on peut célébrer. Et vous qui entrez en politique, vous qui voulez bâtir des carrières, est-ce que vous pouvez vous inspirer de cette dame-là? Surtout une femme qui sait défendre ses droits, qui sait exactement ce à quoi elle a droit et qui est prête à aller jusqu'au bout pour les défendre. Qu'est-ce qui vous inspire ce genre de parcours, ce genre de profil? Ce type de profil m'inspire dans la mesure où elle est la preuve vivante que tout est possible. On peut être épouse, on peut être mère, on peut être entrepreneur, on peut être femme politique et être une femme accomplie. Très bien. Tout ce que ce profil m'inspire, c'est vraiment que oui, tout est possible.
Elle est une femme et elle l'a fait. Alors beaucoup d'autres femmes pourraient le faire. Très bien. Au sein du parti, on a notre petite influenceuse politique, Ivana Besseke, qui est aussi une très bonne figure, un très bon exemple d'évolution en tant que femme. Et voilà, elle fait partie de ce type de femme, de ce jeune profil de femme, profil de jeune femme, autant pour moi, qui donne également envie, montre la voie à suivre. Elle sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a eu en termes d'exemple pour notre société au Cameroun. Très bien. Alors, tu ne vas pas prendre exemple dans le parti. Je vous ai dit que ne transformez pas mon plateau en bastion de... On va nous punir. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, on a besoin de modèles dans cette société, de modèles de femmes qui savent se battre, des modèles de femmes qui savent défendre leurs droits, des modèles de femmes qui savent trouver des solutions, des modèles de femmes qui savent aller vers la justice. Alors, quels sont vos modèles? En dehors de Madame Damjoya qu'on a eu tout à l'heure, quels sont tes modèles de femmes qui t'a peut-être inspiré, qui t'a peut-être influencé? Tu te dis, moi, je veux être comme elle. Un modèle de femme qui m'a influencé. Au Cameroun. Je ne vais pas dire qu'il m'a directement influencé, mais je dirais des exemples à suivre, c'est-à-dire être à la fois une mère, être à la fois une femme au foyer, être à la fois une femme ancrée dans la politique. Moi, je dirais Nourane Foster, parce que c'est l'une des femmes qui a aussi très bien su compiler cet ensemble-là. Donc pour ça, je dis bravo, j'admire de loin, tout en espérant faire mieux. Très bien, mesdames, on est arrivé au terme de notre émission, mais avant, je vais vous demander, qu'est-ce que vous recommanderiez à une femme qui se sent seule et sans ressources et qui est dans une situation d'injustice? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais tout simplement que tout est possible à qui veut. Tout est possible à qui veut. La première chose qu'elle aurait à faire, c'est de prendre la décision formelle et stricte de se prendre en main. Elle est en situation d'injustice, d'accord. Quelles sont les voies et moyens qu'elle peut, vers qui est-ce qu'elle peut se tourner? Ce n'est pas forcément une question d'argent. Il y a des institutions au Cameroun qui favorisent ce type de femmes, qui accompagnent ce type de femmes. Ça prend le temps que ça prend, mais il y en a. Donc, qu'elles prennent, tout d'abord, il est important de prendre la décision parce que c'est la première chose. En entrepreneuriat, on dit que la première chose, c'est l'idée. La première chose qu'elle doit avoir, c'est l'idée de vouloir changer sa vie, prendre sa vie en main. Une fois que c'est fait, elle aura, d'une certaine manière, les atouts nécessaires pour trouver les solutions à ses problèmes. C'est-à-dire, à compter du moment où elle a pris la décision, elle aura elle-même cette énergie nécessaire là pour aller vers la solution. Ou tout du moins, la solution viendra à elle, d'une certaine manière. L'univers, Dieu, les ancêtres, peu importe ce en quoi on croit, s'arrangera à ce que les solutions viennent à elle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que les solutions viennent à elle, c'est encore à elle que revient la décision de prendre la bonne. Elle prend les bonnes décisions pour elle-même. Soyez un peu égoïste, mesdames. Vous en sortirez un peu plus... Alors, moi, je veux que tu parles aux jeunes filles. Parce que c'est pour les femmes et pour les jeunes filles. Droit, justice et action. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont là, qui se font harceler, qui acceptent de faire tout et n'importe quoi, peut-être pour de l'argent, ou bien on les force même à faire des choses qu'elles ne veulent pas. Est-ce que tu peux leur parler? Est-ce que tu peux leur dire qu'elles ont le droit de dire non? Et il y a un canevas pour que ces harcèlements et autres cessent. Je vais vous donner un petit exemple. Ma fille était à l'école et puis il y a son professeur de sport qui avait l'habitude de... parce qu'elle était, je veux dire, un peu... Très belle. Un peu velue et tout ça. Et le professeur de sport avait l'habitude de lui faire la remarque sur son physique. Et elle venait tout le temps, elle s'en plaignait chez moi. Et je lui disais, dis-lui, monsieur, ce que vous faites n'est pas correct et moi, ça m'indispose. Elle le lui a dit plusieurs fois, mais c'est comme si c'était une façon de dire à l'enseignant, continue. Je lui ai dit un jour, dis à ton enseignant, le jour où il me verra devant lui, ce sera trop tard. C'est le message que j'ai passé. Dis-lui que, puisque tu as fait ça, il ne comprend pas. Dis-lui que ta maman a dit, le jour où il me verra, pour lui, ce sera trop tard. Et je pense qu'il a
très bien compris le message. message. Et il a arrêté. Direct. Est-ce qu'il est important, enfin je veux dire, qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui se sent harcelée mais qui n'arrive pas à le dire, qui est obligée de se livrer à certaines choses mais qui pense que c'est normal parce qu'il y a des filles encore aujourd'hui à qui on dit de faire des choses qui ne sont pas normales mais qui pour elles pensent que c'est normal, je n'ai pas d'issue. Qu'est-ce que tu leur dirais? On est à droit, justice, action pour les femmes, pour toutes les femmes et les filles. La première chose que je vais vous dire, chers jeunes, c'est que vous avez un gros avantage, c'est que vous êtes jeune. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a le temps devant nous. On peut faire ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui là, on peut faire ça pendant toute notre vie. Ne vous sentez pas déjà obligé de faire quoi que ce soit. Et la troisième chose, je vais vous dire, osez. Osez. Ayez ce cran d'oser et de dire non, je ne veux pas, non, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est la phrase, pour ceux qui me connaissent, c'est ma meilleure phrase, je ne suis pas d'accord. Et je reste là, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais vous dire, mes jeunes filles, lorsque ça arrive à un niveau où ça devient comme de l'harcèlement, je vous en prie, retournez-vous vers la personne en qui vous avez le plus confiance. Surtout, ne gardez pas ça pour vous. Surtout et surtout, ne gardez pas ça pour vous. Retournez-vous vers quelqu'un de confiant. Dites-lui ce qui se passe, dites-lui ce que vous pensez, dites-lui ce qui se passe exactement pour que cette personne essaie de trouver une solution. Mais surtout, osez. Osez, osez, osez. Très bien, mademoiselle. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai tenu à faire cette émission avec des demoiselles. D'habitude, on fait avec les femmes. C'était important pour moi de faire avec les filles. Merci pour cette honneur déjà. Vous ne voulez pas que je dise des filles. Vous êtes des filles? Oui, on est des filles. Je voulais la faire avec les filles pour essayer de comprendre ce que vous pensez et la position que vous avez par rapport à ce sujet. Merci je comprends que vous comprenez quand même de quoi il est question. Alors, il y a des échéances électorales qui viendront. Peut-être que je vais vous solliciter encore pour qu'on en parle. Avec plaisir. Alors, mesdames, merci de nous avoir suivis. Droit, justice et action. Il est important d'agir. Au-delà de connaître ce à quoi on a droit, il est important d'agir. N'attendons pas seulement la période du 8 mars, parce que l'action, elle ne se circonscrit pas à mars, avant 8 mars et à mars. C'est dans la pérennité. Quand on s'habitue, on prend, voilà, j'ai dit que quand on s'habitue, ça devient quelque chose de normal. Ces formations qui sensibilisent, n'arrêtez pas de sensibiliser. Parce que depuis qu'on parle de féminicide, depuis qu'on parle de violence basée sur le genre, ça ne s'arrête pas. Au contraire, on a l'impression que plus on en parle, plus ça s'amplifie. Continuez dans la sensibilisation. Continuons, nous qui pouvons parler à un large public, continuons, que ce soit dans notre endroit restreint, que ce soit à plus large échelle, continuons à sensibiliser, continuons à accompagner celles parmi nous qui n'ont pas la chance d'avoir le cran, j'utilise ton mot, d'avoir le cran d'oser, accompagnons-les, montrons-leur que on peut se plaindre à tel endroit, telle personne peut être celle qui va nous tenir la main. Il est important. Beaucoup de femmes ont besoin de cela. Celles des femmes qui souffrent dans leur âme, si vous ne vous parlez pas, on ne le saura pas. Jamais. On ne lit pas dans l'âme, on lit dans les yeux, mais souvent vous cachez votre regard et on n'a pas le temps, on n'a pas la chance de voir que vos yeux, votre âme souffre au travers de votre âme. J'aime à dire que l'âme qui souffre n'a pas de voix, seuls les yeux bienveillants peuvent entendre le cri. Donc, s'il vous plaît, si vous souffrez dans votre âme, faites-vous entendre. Mesdames, bonne fête du 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes et restons sages. Surtout. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. S'il plaît à Dieu, au revoir.